Dernière intervenante, Nadia Al-Mabrouk, qui va présenter le contenu du projet de loi 21. Rapidement, Nadia se présente disant « Je suis néo-québécoise d'origine tunisienne ». Elle a effectué ses études primaires et secondaires en Tunisie et elle est partie en France pour des études universitaires, où elle a obtenu d'abord un premier diplôme, doctorat en informatique théorique, l'Université Paris 7. Elle est venue au Québec pour un stage postdoctoral au Centre de recherche mathématique de l'Université de Montréal. Elle est actuellement professeure titulaire du département d'informatique et de recherche opérationnelle à l'Université de Montréal. Le domaine de recherche de Nadia, c'est la bioinformatique. Elle est par ailleurs membre du groupe Les droits des femmes du Québec et de l'association connue québécoise des Nord-Africains pour la laïcité. Depuis septembre 2017, elle est chroniqueuse, invitée à la presse Plus, où elle publie une chronique chaque mois sur des sujets, des questions liées à la laïcité, au vivre ensemble, à l'éducation, et notamment au cours d'éthique et de culture. C'est là où elle a publié, et j'ai évoqué ça tout à l'heure, un article, c'est ça, un article, étude critique sur les manuels portant sur la culture religieuse, sur l'éthique. Et en 2018, elle a été honorée du prix Condorcet des Sceaux, je te prends pas, du mouvement laïque québécois pour son engagement pour la laïcité. À vous la parole. Bonjour. Moi, je suis tunisienne, donc je ne parle pas kabyle. Expliquez-moi ce que c'est Azul, ok? Et Azul, flower, ça veut dire quoi? Flower, Nebdabel Azul, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, ça veut dire Salam. Salam alaikum. Ok, salam alaikum. Ah bon, ok, bon, bah alors Azul, flower. Alors, vous voyez, dans le Maghreb, hein, il faut qu'on soit économiste, mathématicien pour parler de laïcité. Alors ici, ça prend des sociologues et puis chez nous, ça prend des informaticiens et des mathématiciens. Alors moi, je vais vous parler, ça va être concret, je vais vous parler du projet de loi 62, il est ici, il a 16 pages, 21. C'est pas grave, 21, 62, 26, ah non, ça marche pas. Bon. Alors, il y a 16 pages en tout, avec les annexes, voilà. Donc, je suis allée en commission parlementaire. Michel, elle y était mardi, et puis moi, j'y étais... Ah non, c'est OK. PDF était mardi, et puis moi, j'y étais mercredi. Donc, on m'a demandé de présenter ma vision du projet de loi. Donc, bon, je vais dire nous, hein, là-dedans, parce que c'est pas juste la mienne quand même, voilà. Donc moi, ce que je trouve, ce que j'en dis là, c'est que la laïcité est définie sur des bases solides dans ce projet-là. Cependant, les exigences qui sont fixées afin d'assurer cette laïcité sont très modestes, voire insuffisantes, sous plusieurs angles. Alors donc, je vais présenter le cadre théorique. Et puis, donc, je suis bien contente que Farida et tout ça ait présenté l'esprit, l'importance, pourquoi c'est important. Alors, l'esprit de la loi, je pense, a été bien montré, là. Et donc, moi, simplement, je vais montrer, donc, c'est quoi, comment la laïcité est présentée dans ce projet de loi, pourquoi je suis d'accord avec ça. Et puis, les exigences, après, pourquoi je trouve que c'est insuffisant et c'est quoi nos recommandations. Enfin, les miennes, mais celles de PDF Québec aussi, d'ACNAL et tout ça. Alors donc ici la laïcité, donc le projet de loi définit la laïcité en fonction de 4 principes: la séparation de l'État et des religions, la neutralité religieuse de l'État, l'égalité de tous les citoyens et citoyennes et la liberté de conscience et la liberté de religion. Alors nous saluons tout particulièrement le fait que la neutralité religieuse de l'État... Qui fait... Moi je parle fort, moi, non? Ok, non. Hein? Ok. Soit reconnu comme un principe parmi d'autres de la laïcité, alors que pour le projet de loi 62, par exemple, c'était juste la neutralité religieuse. Okay. Bon, alors donc ces 4 principes, c'est bien. Donc la neutralité ici n'est pas confondue avec la laïcité, comme pour le projet de loi 62.
Alors, nous saluons également le fait que le projet de loi exige un devoir de réserve en matière de conviction religieuse, de fait et d'apparence, et puis à tous les employés des institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires. Et donc, dans le cadre théorique, on parle de tous les employés. Après ça, pour les exigences, c'est beaucoup plus limité, mais le cadre théorique est quand même très inclusif. Alors, donc ça, un extrait de la loi là, que je vous cite. Alors, la laïcité de l'État exige que dans le cadre de leur mission, les institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires respectent les principes énoncés à l'article 2, c'est-à-dire les 4 principes, en fait et en apparence. Donc, ça vient du projet de loi. Alors, je suis d'accord avec ça parce que, premièrement, eh bien, c'est bien la liberté de conscience et de religion de tous les citoyens qu'il s'agit de protéger, pas seulement, comme le laissait entendre le rapport de la commission Bouchard-Taylor, celle des citoyens aux prises avec des agents de l'État en position coercitive, policiers, juges et gardiens de prison. Et puis nous, on met de l'avant que c'est en fait l'école en premier qui devrait être laïque, parce que c'est nos enfants qui comptent en premier. Et puis, et on est d'accord aussi avec le fait que ça soit qu'on parle de neutralité de fait et d'apparence. L'État, parce que, là, alors contrairement à ce qu'on dit, que la laïcité de l'État, c'est pas la laïcité des personnes, mais écoutez, un État sans personne, c'est rien. Une police sans policier, c'est pas grand-chose. Donc l'État est incarné par ses représentants. Au travers de ses employés, l'État ne doit manifester aucune préférence en matière d'options spirituelles ou religieuses de fait et d'apparence. Et puis nous saluons aussi la proposition de rajout de la laïcité comme principe fondamental de la notion de la nation québécoise en préambule de la Charte des droits et libertés de la personne. Et donc, c'est ça va être inséré en préambule et aussi plus loin dans la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, avec ça, désormais, comme précisé dans le projet de loi, les libertés et droits fondamentaux devront s'exercer dans le respect de la laïcité de l'État. Et donc, c'est une première et c'est très important de spécifier ça. Je pense, c'est ça. Donc, par exemple, la liberté de conscience et de religion, eh bien, ça désigne la liberté de croire ou de ne pas croire et de croire en ce qu'on veut. En particulier, la laïcité permet d'assurer la liberté de culte et la protection des croyances religieuses, mais ça ne veut pas dire que toutes les pratiques religieuses doivent être protégées. Comme toute autre liberté fondamentale, la liberté de religion n'est pas sans limite. Alors de dire que toutes les libertés fondamentales vont devoir s'exercer dans le respect de la laïcité de l'État, je trouve que c'est un plus. Pour ce qui est de la liberté de religion, dans les faits, il y a pas mal de décisions juridiques qui ont été prises par la Cour suprême qui sont basées sur la notion de croyance sincère. C'est-à-dire, quels que soient, en fait, les dogmes et tout ça, c'est selon ce que vous pensez. Si vous pensez ceci, alors donc vous avez raison. Si vous pensez que l'islam, c'est le voile, c'est votre idée qui passe. Alors donc, cette idée de croyance sincère a donné lieu à une interprétation très large de la liberté religieuse qui dépasse de loin la liberté de conscience pour y inclure la liberté de pratiquer sa religion, voire de la promouvoir sans limite ni interférence. Cette interprétation, ça pave la voie à l'intégrisme religieux. Alors, le rôle de la laïcité, c'est de garantir la liberté de religion tout en limitant la portée discriminatoire de ces religions et en empêchant leur influence dans les institutions publiques. Alors, pour ce qui est de la neutralité religieuse, l'article 10 de la loi de la fonction publique au Québec stipule que le fonctionnaire doit faire preuve de neutralité politique dans l'exercice de ses fonctions. Alors, il y a déjà ça. Alors, ce projet de loi, il a pour effet d'étendre cette obligation de neutralité à la neutralité religieuse. Alors, de la même façon que, par exemple, un policier ne peut porter un insigne d'un parti politique, il ne devrait pas non plus pouvoir afficher ses convictions religieuses. Donc ce sont des restrictions parfaitement justifiées à la liberté d'expression. Alors c'est ça que je dis. Donc c'est la liberté d'expression en fait qui est touchée ici, pas vraiment la liberté de religion. Alors ce que je dis là, vous savez, on nous dit souvent, c'est ce qu'il y a dans la tête
et pas sur la tête qui compte. Mais là, c'est mal comprendre c'est quoi la liberté de conscience. Parce que ce qu'il y a dans la tête, ça ne regarde pas l'État. Okay? Donc, en dehors des compétences professionnelles, ce qu'une personne a dans la tête relève de sa liberté de conscience et, à ce titre, ne regarde pas l'État. Cependant, le signe religieux qui est porté sur la tête relève de l'expression religieuse, de la même façon qu'un insigne politique relève de l'expression politique. Eh bien, c'est cette liberté d'expression politique ou religieuse qui est restreinte en raison du devoir de réserve professionnelle. Hein, quand on dit à un policier de ne pas afficher ses convictions politiques, on ne lui dit pas « t'as pas le droit de militer pour le Bloc québécois ». Hein, on ne touche pas à ses convictions politiques. On dit simplement votre liberté d'expression est limitée parce que vous devez être neutre dans votre emploi. Voilà, donc pour ce qui est du cadre théorique du projet de loi, je pense que c'est très bien. En fait, ça remplit un vide juridique qui était important de remplir. Alors maintenant, pour ce qui est des exigences de la laïcité, alors ce que ça fait concrètement, donc la loi présente des exigences, donc l'interdiction des signes religieux. En fait, c'est ça. On parle d'interdiction des signes religieux aux agents de l'État en position d'autorité coercitive, plus les enseignants et les enseignantes. Alors, dans les faits, les personnes à qui on demande de faire preuve de neutralité d'apparence, eh bien, c'est les mêmes qu'il y avait dans le rapport Bouchard-Taylor, plus les enseignants et les enseignantes. En plus, il y a une clause de droit, on ne dit pas droit acquis, hein, le mot n'est pas prononcé, mais une clause qui stipule que les exigences de neutralité ne s'appliquent pas aux personnes déjà à l'emploi au moment du dépôt du projet de loi. Bon, alors ce qu'on trouve, eh bien, c'est que c'est des exigences très modestes, voire insuffisantes. Alors, on comprend que l'objectif soit de poser les premiers jalons législatifs en matière de laïcité de l'État et puis qu'on ne va pas tout régler dans une loi tout de suite. Bon, par exemple, là où on nous parle beaucoup des avantages fiscaux des congrégations religieuses. On est bien d'accord, il va falloir le dossier des bénéfices fiscaux des corporations religieuses et du financement des écoles confessionnelles. Oui, ça devra être abordé tôt ou tard. Fait que nous, on est d'accord avec ça, évidemment. Mais nos recommandations ici sont celles que nous considérons essentielles dans le cadre des limites qui ont été fixées là pour arriver à quelque chose par le présent projet de loi, qui sont celles de s'assurer que les institutions de l'État veillent au respect de la liberté de conscience des citoyens. Bon, on accepte également certains compromis, dont ceux de limiter pour l'instant l'exigence de neutralité à certains employés des institutions gouvernementales et judiciaires, qui sont ceux qui sont en position d'autorité. Bon. Mais par contre, s'il y a un domaine dans lequel on ne peut faire aucune concession, eh bien c'est celui de la protection des enfants. Alors pour nous, il est impensable que le choix des adultes puisse avoir préséance sur l'intérêt supérieur des enfants. De plus, les parents qui envoient leurs enfants dans les écoles publiques ou même dans les écoles privées non confessionnelles, eh bien, ils font le choix de ne pas avoir de religion à l'école. C'est ce choix qu'il s'agit de respecter avant tout. Pour ce qui est donc pour nous, il y a des insuffisances en matière de laïcité du système scolaire. En premier lieu, c'est seulement les enseignantes et les enseignants des écoles primaires et secondaires qui sont soumis à l'interdiction de port de signes religieux pendant leur travail. Or, ce sont tous les employés de l'école intervenant auprès des enfants et de leurs familles qui devraient être soumis au devoir de neutralité religieuse, tout comme ils sont soumis au devoir de neutralité politique. Bon, alors même la CSDM, je ne vais pas citer, c'est pas la peine, mais même eux, ils disent que c'est pas cohérent, là, s'il y a certains personnels de l'école qui doivent ne pas porter de signes religieux et puis que d'autres puissent le porter. Alors, c'est ça, donc... Et donc, on propose d'étendre l'interdiction du port d'un signe religieux à tous les employés des écoles, privés
écoles publiques et privées non confessionnelles, incluant les enseignants et les enseignantes, le personnel de direction, le personnel de soutien, le personnel administratif et les éducateurs et éducatrices en service de garde. Je voudrais en profiter pour dire que même si les musulmans, c'est 3% de la population, écoutez, il y a des quartiers à Montréal où ils sont plus présents. Donc c'est ça. Deuxièmement, selon les dispositions transitoires du présent projet de loi, les personnes déjà en poste au moment du dépôt du projet de loi pourront continuer à porter leurs signes religieux. Alors on dit que si c'est le cas, eh bien il faudrait, alors si le gouvernement va de l'avant avec une loi qui protège l'affichage des signes religieux, alors il a la responsabilité de protéger également la liberté de conscience des parents et des élèves et de leur fournir des mécanismes pour exercer cette liberté de conscience. Voilà. Alors on propose aussi d'assurer la laïcité des institutions parlementaires, le Parlement, mais je n'ai pas tellement le temps de le lire, mais on pense important. Alors pourtant, c'est dans leur cadre théorique, les institutions parlementaires. Alors nous, on pense que c'est le socle de la démocratie, le Parlement. Et s'il y a quelque chose qui doit être laïque, eh bien, c'est bien les députés qui représentent tous les citoyens et qui sont amenés à remplir les postes les plus importants, là, être ministre et tout ça. Et donc, je pense que c'est important. Donc, on propose ça, mais je n'aurai pas le temps de le dire. Bon, je ne vais pas avoir le temps non plus de parler des accommodements religieux. Bon, tout simplement pour vous dire, vous savez, le projet de loi ici, là, pour les accommodements religieux, eh bien, on réfère au projet de loi 62 du Parti libéral. Hein, ce projet de loi n'a pas été abrogé, en fait. Voilà, il a été modifié. Hein, c'est ça. Alors, en fait, il a été modifié. C'est ça. Donc, ce qu'ils disent, là-dedans, c'est que la neutralité religieuse, que les accommodements religieux, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils les soumettent à la neutralité religieuse. Alors, ce qu'ils disent ici, c'est qu'on reprend ce qui a été décidé dans le projet de loi 62, là, ok, mais on soumet, donc il faut que les accommodements religieux satisfassent à la neutralité religieuse. Alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait étendre à ça, parce que là, on définit la laïcité sur 4 principes. Alors ce qu'on demande, c'est que ça soit élargi aux 4 principes. Alors il faut au moins qu'un accommodement religieux, eh bien, satisfasse, moi, à mon avis, c'est pas possible, hein, on peut pas, hein, mais que ça soit accordé juste si ça porte pas atteinte à la séparation entre l'État et la religion, l'égalité des citoyens, la neutralité et puis la liberté de conscience. Moi, je ne sais pas comment ça peut se faire, mais enfin, ils se débrouillent avec ça. Hein. Alors, voilà. Écoutez, quelques mots sur le cours d'éthique et culture religieuse, ou vous ne voulez pas? Voilà. Sinon, j'ai ma conclusion. Écoutez, le cours d'éthique et culture religieuse, on va pouvoir en parler. Vous me réinviterez juste pour ça, ok? Pour la conclusion. Alors, toute société démocratique a sa propre conception de la laïcité. Donc, on a parlé de plusieurs conceptions de la laïcité, oui, tout à fait. Donc, chaque société a sa propre conception de la laïcité, héritée de son propre parcours historique. Il est temps que la conception québécoise de la laïcité soit enfin reconnue, enchâssée dans une loi, ainsi que dans la Charte des droits et libertés de la personne. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, l'aspiration à la laïcité n'est pas apparue avec l'émergence de l'islam au Québec. Elle découle d'un long cheminement qui a débuté dans les années 60 au moment de la Révolution tranquille. La sécularisation des services publics et la déconfessionnalisation du système scolaire ont eu pour conséquence de mettre fin à la discrimination basée sur la religion et de permettre aux institutions de l'État de s'ouvrir à la diversité des convictions spirituelles et religieuses des citoyens de toutes origines. Alors c'est paradoxal qu'on veuille maintenant nous faire croire que la laïcité brimerait des droits fondamentaux. Bien au contraire, la séparation de l'État et des religions et la neutralité religieuse de l'État, de fait et d'apparence, sont des conditions essentielles pour assurer l'égalité et la liberté de conscience et de religion de tous les citoyens. Autrement dit, la laïcité ne brime aucune liberté, elle permet au contraire de garantir ces libertés. Vous voulez que j'arrête, hein? Alors je vais arrêter. Allez, j'arrête. Je lirai pour les questions.